Alors bonjour, bienvenue à cette conférence de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer sur démystifier la phase précoce. Je me présente, je suis Rachel Sanson, la directrice de la recherche et de l'innovation de la FQSA, donc la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Janvier marque le mois de la sensibilisation à la maladie. Au Québec, au-delà de 180 000 personnes vivent avec la maladie, ainsi que, excusez-moi, vivent avec la maladie et ce nombre ne cesse d'augmenter avec le vieillissement de la population. Pour ce mois de la sensibilisation, nous avons lancé la campagne Plus on le sait tôt, moins il est trop tard, qui met en lumière l'importance d'un diagnostic précoce. Car plus on le sait tôt, plus tôt on peut intervenir et possiblement ralentir la progression de la maladie. Vous trouverez des liens sur tous les sites que l'on parle dans le clavardage. Mais comment reconnaître la maladie aussitôt dans les tout débuts? C'est pour cela que nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Professeur Joubert et Dr Tanou, qui sont des experts dans le domaine et de collaborateurs depuis plusieurs années à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. C'est un privilège de les avoir parmi nous pour nous parler de la mémoire, de la perception, de la prise de décision et clarifier ce qui change puis ce qui reste, ce qui est préservé avec le vieillissement. Ils vont nous aider à mieux comprendre la phase précoce. Et Dr Tanou va également nous parler un peu de ce qui se passe lors des consultations de la mémoire, comment les consultations se passent et ce qu'on peut apprendre lorsqu'on consulte son gériatre. Cette conférence va consister de deux présentations d'environ 30 minutes chaque, suivies d'une période de questions. À tout moment, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&A ou Q&R pour questions et réponses au bas de votre application Zoom. Nous reviendrons sur les questions à la après les deux conférences. Et si vous avez des questions qui vous viennent après la conférence, vous êtes toujours les bienvenus de nous les envoyer à conférence@alzheimerquebec.ca. Cette conférence est offerte gratuitement grâce à la générosité de nos donateurs. Je tiens à remercier chaleureusement le soutien de tous ceux qui ont offert des dons à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Grâce à vos dons, vous soutenez l'amélioration continue des programmes et services offerts par toutes les sociétés Alzheimer à la grandeur de la province. Vous rendez aussi possible plusieurs projets de recherche qui se passent au Québec pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec les troubles neurocognitifs et leurs familles. Donc, on remercie grandement tous les donateurs de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Sans plus tarder, je vous présente Professeur Joubert. Professeur Sven Joubert est neuropsychologue et professeur titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal. Il est également le directeur du laboratoire de neuropsychologie du vieillissement au Centre de recherche de l'Institut universitaire gériatrique de Montréal. Ses travaux de recherche portent sur l'étude de la mémoire et de ses dysfonctionnements chez les personnes vivant avec troubles neurocognitifs, ainsi que sur les difficultés au niveau de la reconnaissance des visages de personnes familières. Dr Thomas Tanou est gériatre et chercheur émergent à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et ses travaux de recherche portent sur le trouble de la perception de soi dans la maladie, ce qui se nomme anosognosie, et sur la manière dont cela influence les décisions, particulièrement celles liées au maintien à domicile des personnes âgées. Donc, sans plus tarder, je tourne l'écran à professeur Joubert. Je vous remercie tous les deux, docteur Joubert et Tanou, d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. À vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi d'avoir été invité aujourd'hui avec mon collègue Dr Tagnou pour donner cette conférence sur la phase précoce de la maladie d'Alzheimer. Pendant cette première partie de la présentation, je m'attarderai beaucoup sur les aspects cognitifs de la maladie dans cette phase précoce. Alors, je vais commencer par un petit peu d'histoire, puisque la maladie d'Alzheimer vient du nom d'Alois Alzheimer, qui était un neuropsychiatre qui a fait connaître ses travaux au début du XXe siècle, donc il y a un peu plus de 100 ans. Il suivait une dame, Madame Augusta D, que vous pouvez voir à droite ici sur la photo. C'était une dame jeune, en fait, de 50 ans, qui avait une maladie d'Alzheimer, qui l'a suivie jusqu'à son décès. Et au moment de son décès, en fait, il a fait des coupes histologiques de son cerveau et il a pu mettre en évidence
deux caractéristiques très particulières qui sont les plaques séniles, ces plaques ici qui sont en fait un agrandissement au microscope de coupe du cerveau, et les dégénérescences neurofibrillaires. Et vous voyez que ce sont des dessins qu'il a fait lui-même et qui sont d'aussi bonne qualité que les photographies d'aujourd'hui. Et donc, il est devenu connu parce qu'il a pu mettre en évidence la présence de ces deux signatures neuropathologiques de la maladie d'Alzheimer, qui sont donc les plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. La maladie d'Alzheimer, contrairement à d'autres maladies qui peuvent toucher la motricité ou encore les sens comme la vision ou l'audition, eh bien, la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt une maladie de la cognition. Alors, je parlerai un petit peu plus loin de la cognition, mais c'est une maladie qui est d'installation insidieuse et d'aggravation lentement progressive. Donc, ce n'est pas une maladie qui survient soudainement ou brutalement, c'est une maladie qui s'installe de manière insidieuse et qui va progresser très lentement sur un grand nombre d'années. Puis on parle parfois de plus d'une vingtaine d'années à partir du moment où les biomarqueurs commencent à progresser dans le cerveau jusqu'à la dernière phase clinique de la maladie. Alors pourquoi c'est une maladie de la cognition? Parce que c'est une maladie qui implique un affaiblissement des fonctions intellectuelles, de la mémoire, de l'attention, des capacités de raisonnement et de jugement, dont je parlerai plus tard dans la présentation, et surtout les perturbations significatives des conduites qui en résultent, c'est-à-dire que c'est une maladie dont les troubles cognitifs vont causer des difficultés importantes dans les différentes activités de la vie quotidienne. La maladie d'Alzheimer, on sait tous que c'est un problème de taille. D'une part, c'est la forme principale de troubles neurocognitifs majeurs. Ça représente 50 à 60 de tous les troubles neurocognitifs majeurs de type dégénératif. Le premier facteur de risque est l'âge, c'est-à-dire que plus on vieillit et plus on a de risque en fait de développer cette maladie. Donc le risque est beaucoup plus important au-delà de 80-85 ans qu'à 65 ans, par exemple. Deux tiers sont des femmes. Les coûts individuels, sociaux et économiques sont bien évidemment très importants. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la cause est toujours inconnue, malgré des avancées très importantes au niveau de la caractérisation de la maladie. La cause demeure inconnue et il n'existe pas de traitement à ce jour qui permette de stopper la progression de cette maladie. Alors ici, sur cette photo, on peut voir à droite le cerveau d'une personne qui a une maladie Alzheimer dans un stade avancé et on peut voir comparativement un cerveau sain sur la gauche, on va voir un rétrécissement global du volume du cerveau qu'on appelle de l'atrophie cérébrale avec une dilatation au niveau des sillons. Et on peut voir aussi une réduction du volume dans certaines régions. Alors ici, c'est une région qui a un rôle très important dans la mémoire parce que vous savez que la maladie d'Alzheimer est une maladie de la mémoire. Et cette région a un rôle très important dans la formation et la consolidation des souvenirs en mémoire à long terme. C'est une région qu'on appelle les hippocampes et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est que la cognition? C'est un terme qui est devenu de plus en plus populaire là, dans les 20 dernières années. Alors la cognition, c'est un ensemble de processus mentaux qui nous permettent de comprendre le monde autour de nous et d'agir en conséquence de manière adaptée sur le monde. Ça comprend la mémoire et l'apprentissage, le langage, les capacités attentionnelles et la concentration, le raisonnement, le jugement, la prise de décision, ainsi que la perception, par exemple la perception visuelle, la perception auditive. Avant de vous parler de la maladie d'Alzheimer, je ferai un petit avant-propos sur le vieillissement normal. Le vieillissement normal, il faut qu'on sache que c'est caractérisé d'une part par un déclin au niveau des capacités sensorielles, donc la vision, l'audition, l'olfaction, une perte de la masse musculaire, on perd de la masse musculaire en vieillissant. On va observer également une légère diminution du volume global du cerveau avec une perte neuronale qui est surtout concentrée dans certaines régions du cerveau comme les lobes frontaux cérébraux. Et enfin, dans le vieillissement normal, on va observer un léger déclin dans certains domaines de la cognition, mais ces changements sont inégaux entre les individus. C'est-à-dire que certaines personnes vont, par exemple, rapporter, euh, se plaindre de leur mémoire dès l'âge de 40 ans ou de 30 ans, et il y en a d'autres à 80 ans qui vont toujours avoir une mémoire aussi bonne qu'auparavant. Donc, le vieillissement cognitif est très inégal, mais il faut savoir que même dans le vieillissement cognitif, il existe certains
changements cognitifs qui surviennent, mais qui demeurent très, très, très légers, en fait. Alors, la plainte de la mémoire dans le vieillissement, comme vous pouvez voir, ça date pas de hier. La Rochefoucauld disait tout le monde se plaint de sa mémoire et personne ne se plaint de son jugement. Et ça reflète une belle réalité qui est celle que jusqu'à 80% des personnes âgées de plus de 65 ans ont une plainte de mémoire et la fréquence de la plainte augmenterait avec l'âge. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus les plaintes sont habituellement importantes. Par contre, ce qu'on sait également, c'est que la plainte de mémoire n'est pas corrélée à une baisse objective des performances à des tests de mémoire. C'est-à-dire que si on se plaint beaucoup de sa mémoire, ça ne veut pas forcément dire que lorsqu'on va passer des tests de mémoire, on va avoir des difficultés à ces tests de mémoire. Donc, il y a une dimension qui est très subjective dans la plainte de mémoire et un certain nombre d'études ont montré que la plainte de mémoire peut être associée autant à des facteurs psychosociaux que des facteurs psychologiques, comme par exemple l'isolement social, un plus grand sentiment de solitude, une moins bonne qualité de vie perçue, un moindre bien-être psychologique, mais aussi le deuil, les symptômes dépressifs, l'anxiété et ainsi de suite. Donc, il y a toute une série de facteurs qui ont été identifiés comme pouvant être associés à une plainte de mémoire. Alors, parlons maintenant de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Je commencerai par dire que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie, en fait, qui ne va pas seulement se manifester au moment du diagnostic de la maladie, mais c'est une maladie qui peut évoluer sur des très longues années. On peut parler de 20 ans ou plus. Donc, évidemment, c'est très variable selon les individus, mais c'est une maladie de très longue évolution, en fait. Et il y a une phase préclinique qu'on dit une phase silencieuse parce qu'elle est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestations cognitives ou comportementales qui sont encore évidentes. Par contre, dans le cerveau, il y a présence de biomarqueurs qui vont s'accumuler de façon lentement progressive, dont les fameuses plaques séniles et dégénérescences neurofibrillaires dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Survient ensuite une phase intermédiaire qu'on appelle la phase prodromique. On pourrait parler de phase précoce de la maladie également, où là vont émerger des plaintes et aussi des troubles de la mémoire objectifs, également des troubles dans d'autres domaines cognitifs, mais sans atteinte fonctionnelle significative, c'est-à-dire que les individus sont encore capables de fonctionner de manière autonome dans les activités de la vie quotidienne. Vient ensuite la phase avérée clinique de la maladie. Donc là, on va parler de troubles neurocognitifs majeurs avec différents stades d'évolution, légers, modérés, avancés. Et on peut voir en fait l'évolution de la maladie sur cette diapositive où vous pouvez voir en fait l'évolution chez des personnes qui vont développer une maladie Alzheimer, cette évolution qui va d'un fonctionnement cognitif normal vers un trouble neurocognitif majeur. Et là, on voit donc le plus on monte vers le haut, le plus le fonctionnement devient anormal. Ce qu'on peut voir, c'est que dans la phase du fonctionnement cognitif normal, qui est la phase préclinique, on va commencer à voir observer une accumulation importante dans le cerveau de ces fameuses plaques séniles, qui sont une accumulation anormale d'un peptide qu'on appelle le peptide bêta-amyloïde, suivi un peu plus tard de l'accumulation progressive de la protéine Tau, qui va causer la deuxième signature de la maladie, qui sont les dégénérescences neurofibrillaires, et plus tard, l'atrophie du cerveau, et enfin, l'évolution du déclin cognitif dans la maladie. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que le déclin cognitif survient plus tardivement, en fait, que l'évolution des biomarqueurs dans le cerveau et dans le liquide céphalo-rachidien. Alors, une chose sur laquelle je veux insister, c'est que, en fait, il ne faut pas associer la maladie d'Alzheimer à une perte d'autonomie majeure uniquement. La perte d'autonomie majeure, on va observer cela uniquement dans la dernière phase de la maladie, typiquement dans les 2 années, encore des années de la maladie, les 2 dernières années de la maladie, mais encore une fois, c'est très variable aussi selon les individus. Donc, il ne faut pas réduire la maladie d'Alzheimer à cette phase de perte d'autonomie majeure. Il y a de nombreuses années auparavant où il va y avoir une évolution lentement progressive des troubles cognitifs, psychologiques et de l'évolution des biomarqueurs dans le cerveau. Alors aujourd'hui, moi, c'est cette phase intermédiaire, celle du trouble cognitif léger ou du trouble neurocognitif léger, dont je vais vous parler pour vous évoquer en fait les manifestations
symptomatiques cognitives qu'on va observer dans cette phase précoce de la maladie. Alors, cette phase prodromique de la maladie d'Alzheimer, il y a des études épidémiologiques auprès de plusieurs milliers de participants qui ont pu observer que le déclin cognitif s'amorce, commence de façon très, très, très subtile au début, bien sûr, s'amorce jusqu'à 12 ans avant le diagnostic. Donc, avant le diagnostic de la maladie, il y a déjà des changements cognitifs, mais qui demeurent très subtils et qui peuvent, encore une fois, évoluer selon les individus, et notamment dans une étude ultérieure. Cette équipe qui suit la cohorte PACID à Bordeaux, en France, ont montré que ça dépend aussi du niveau d'éducation. Chez les personnes qui ont un plus haut niveau d'éducation, la période de déclin qui précède le diagnostic est beaucoup plus longue. Par exemple, chez des gens qui avaient un faible niveau d'éducation, la période qui précédait était de 7 ans, mais chez les personnes qui avaient un haut niveau d'éducation, ça pouvait aller jusqu'à 14-15 ans précédant le diagnostic de la maladie. Alors, qu'est-ce que c'est que la phase prodromique? On parle de troubles cognitifs légers ou troubles neurocognitifs légers. Cette phase est caractérisée par des plaintes qui sont rapportées soit par l'individu, soit par un informant, un proche, ou encore le clinicien. Lorsqu'on évalue ces personnes avec des tests cognitifs, on va observer des performances diminuées à des tests cognitifs dans ou plusieurs domaines, avec à l'avant-plan des difficultés au niveau de la mémoire, dont je parlerai un petit peu plus loin, mais aussi dans d'autres domaines cognitifs. Évidemment, relativement au fonctionnement antérieur, et ces performances cognitives diminuées demeurent quand même relativement légères, encore une fois, euh, par rapport à la phase clinique de la maladie d'Alzheimer. Par conséquent, ce déclin cognitif n'est pas suffisamment important pour interférer de manière significative avec les activités de la vie quotidienne. Donc, on va parler d'une absence de retentissement fonctionnel évident. Et enfin, ce déclin cognitif ne peut pas être dû à d'autres conditions médicales, comme par exemple un syndrome confusionnel, un trouble psychiatrique ou encore un trouble neurocognitif majeur. Cette caractérisation de cette phase précoce reflète les efforts de recherche pour identifier plus précocement la démence de type Alzheimer afin de favoriser le développement de nouvelles interventions. Donc, le but, en fait, de faire toutes ces recherches qui ont permis de si bien caractériser cette phase précoce, c'est avant tout de pouvoir euh, éventuellement offrir des traitements adaptés le plus tôt possible pour enrayer la progression de la maladie. Néanmoins, il ne faut pas oublier que pas toutes les personnes qui ont un trouble neurocognitif léger n'évoluent vers un trouble neurocognitif majeur de type Alzheimer. Certaines personnes vont demeurer stables dans le temps ou même parfois vont revenir à un état cognitif normal. Donc, la majorité des personnes qui ont un trouble neurocognitif ont un risque quand même très accru là, de progresser malheureusement vers une maladie d'Alzheimer, mais il y en a un certain nombre qui vont demeurer, préserver un fonctionnement normal ou qui vont revenir à un fonctionnement normal. De plus en plus, on évolue vers une définition clinico-biologique de la maladie d'Alzheimer prodromique où, en fait, il y a une importance de combiner autant euh, la symptomatologie clinique avec des marqueurs biologiques, comme par exemple la présence des du peptide bêta-amyloïde et des dégénérescences neurofibrillaires dans le cerveau, dans le liquide céphalo-rachidien ou l'imagerie par résonance magnétique qui permet de mettre en évidence des changements dans le cerveau. Alors, l'imagerie par résonance magnétique, en voici un exemple. Ce sont des images haute résolution du cerveau. Et puis ici, en fait, vous voyez dans le petit carré jaune, là, on voit une région, la fameuse région dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui s'appelle les hippocampes, qui a un rôle important dans la formation et la consolidation des souvenirs. Et on peut voir ici, chez une personne qui est suivie dans le temps, que progressivement, on va voir une réduction du volume de cette région-là qui va être associée aux troubles progressifs de la mémoire. Enfin, les autres biomarqueurs qui sont communément utilisés, c'est le TEP scan tomographie par émission de positons et la ponction lombaire qui permet de mettre en évidence ou pas la présence de biomarqueurs spécifiques à la maladie d'Alzheimer. Alors, dans la phase prodromique, on va avoir des plaintes cognitives,
des changements par rapport au fonctionnement antérieur, mais sans impact significatif sur les activités de la vie quotidienne. Les choses prennent plus de temps à réaliser avec quelques erreurs par-ci par-là, plus de difficultés dans les tâches complexes comme la gestion des finances, j'y reviendrai un petit peu plus loin, plus de difficultés à planifier ou organiser des activités complexes comme par exemple la gestion d'un emploi du temps ou la préparation d'un voyage. En somme, les personnes continuent à gérer la plupart des aspects de leur vie quotidienne de manière autonome, mais peuvent avoir besoin d'une certaine assistance pour des tâches plus complexes. Comment est-ce qu'on évalue la cognition? Alors, il existe toute une série de tests de dépistage cognitif et de dépistage psychologique qui peuvent être administrés par l'ensemble des professionnels de la santé. Il existe aussi des tests qui permettent d'évaluer l'autonomie fonctionnelle et enfin des tests neuropsychologiques qui évaluent l'ensemble des fonctions cognitives et cela nécessite une évaluation plus approfondie avec un ensemble de tests qui évaluent les différents domaines. Alors, je commencerai par la mémoire, parce que comme je disais, la maladie d'Alzheimer est avant tout une maladie de la mémoire. La mémoire, on ne parle pas seulement d'un système de mémoire, mais plutôt de plusieurs systèmes de mémoire à long terme. D'une part, la mémoire épisodique ou la mémoire autobiographique, qui est une mémoire personnelle qui réfère à des événements personnellement vécus au cours de la vie. La mémoire sémantique, qui est une mémoire publique, en fait, qui est une mémoire qui porte sur le monde extérieur et qui concerne l'ensemble des connaissances acquises tout au long de la vie. Et enfin, la mémoire implicite, donc on appelle ça aussi la mémoire procédurale, qui est une forme de mémoire, en fait, très automatisée, en fait, pour laquelle on n'a pas besoin de réfléchir pour réaliser les activités. Je commencerai par la mémoire épisodique parce que c'est vraiment celle qui est affectée le plus précocement dans la maladie d'Alzheimer et notamment dans la phase prodromique. On parle d'amnésie antérograde parce qu'on va remarquer des difficultés à apprendre et à retenir des nouvelles choses, comme par exemple des consignes, des noms de personnes, des conversations, des films, la capacité à naviguer dans des nouveaux environnements et ainsi de suite. La personne va nécessiter plus de temps pour apprendre, plus d'efforts. Elle va être capable quand même d'apprendre des nouvelles informations, mais ça va prendre plus de temps, ça va être plus complexe. Et les oublis concernent beaucoup les événements récents. Ça peut concerner, par exemple, des oublis de rendez-vous, les oublis de certaines conversations qu'on a eues, d'événements qu'on a vécus, et ainsi de suite. Une autre caractéristique, c'est la désorientation dans le temps, c'est cette confusion à mélanger les dates, les jours et ainsi de suite. Et les personnes peuvent être conscientes de ces difficultés, ce qui peut parfois mener à de la frustration, de l'anxiété, parfois même des symptômes dépressifs. Donc, ces pertes au niveau de la mémoire épisodique sont associées à cette fameuse région des hippocampes dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui a un rôle fondamental dans la formation et la consolidation des souvenirs en mémoire à long terme et qui concerne donc par conséquent surtout les souvenirs les plus récents de la vie. Lorsque vous faites passer des tests de mémoire autobiographique à des personnes en bonne santé, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir des très bons souvenirs, autant pour la période de vie la plus éloignée, comme la période de l'enfance ou le début de la vie adulte, comparativement à la période récente. On va voir une progression ici. Vous pouvez voir avec une petite bosse là, pour la période entre 18 et 30 ans. On appelle ça le pic de réminiscence, qui reflète en fait des meilleurs souvenirs pour cette période de vie-là, parce que c'est là où il y a eu des expériences de vie importantes, premier déménagement, premier job, premier amour, ainsi de suite. Dans la maladie d'Alzheimer, en revanche, puis ça, on l'observe aussi dans la phase prodromique de la maladie d'Alzheimer, on va observer ce gradient temporel où on va voir une performance qui est bien moins bonne pour les souvenirs récents. En revanche, les souvenirs les plus anciens demeurent préservés. Donc, on est capable de rappeler des souvenirs d'enfance, mais on a beaucoup plus de mal à raconter ce qu'on a fait il y a 2 jours ou la semaine dernière. Alors ça, c'est quelques phénomènes inusités de la mémoire qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer, mais on peut les observer à tous les stades, mais c'est quand même plus marqué dans les phases plus avancées de la maladie, quelque chose qu'on appelle les faux souvenirs, des souvenirs que l'on pense vrais, mais qui n'ont pas existé ou qui ont été déformés. Donc ça se manifeste par des distorsions de souvenirs lors du rappel,
Et dans la maladie d'Alzheimer, les nombreux fragments de souvenirs oubliés sont beaucoup plus malléables et sont beaucoup plus sensibles aux intrusions et aux interférences. Donc, ça va mener à de l'exagération des souvenirs, des transformations, carrément parfois l'imagination de nouveaux souvenirs ou des oublis complets. Ces faux souvenirs s'inscrivent dans la mémoire comme de vrais souvenirs et sont résistants au changement, c'est-à-dire que les personnes vont être convaincues que ces souvenirs ont réellement existé. Une façon d'évaluer les faux souvenirs, il existe un paradigme on appelle le paradigme des faux souvenirs. Et on peut aller voir des déficits au niveau de ce qu'on appelle la mémoire de source. Alors ici, voici un exemple de test qu'on peut faire passer. Je vous présente une liste de mots qui sont reliés sémantiquement les uns aux autres. Alors je vous lis ces mots et je vous demande de les apprendre le mieux possible. Médecine, médicament, cabinet, stéthoscope, hôpital, santé, maladie, patient, infirmière, fièvre, ordonnance, pilule, malade, pharmacie, clinique, thermomètre. Alors, vous pouvez faire un petit jeu mental intérieur. Vous n'avez pas besoin de répondre à voix haute, bien sûr, mais retenez ces mots. Maintenant, je les cache et je vous demande pour chaque mot de me dire s'il faisait partie de la liste. Médecine, oui. Docteur, non. Pansement, non. Et enfin, clinique, oui. Donc là, je vous remontre les mots et vous pouvez voir qu'il y avait des mots qui étaient associés au niveau du sens à cette liste, mais qui ne faisaient pas partie de la liste initiale. Et les faux souvenirs, en fait, vont se caractériser par le fait de dire que des mots qui n'étaient pas présents faisaient partie de la liste initiale. Donc voici un exemple de test qu'on peut faire passer pour évaluer les faux souvenirs. D'autres phénomènes très inusités aussi qui surviennent plus tard dans la maladie, donc pas dans la phase précoce, mais ultérieurement, dans les stades plus avancés de la maladie, quelque chose qu'on appelle les ekmnésies, quand le passé devient le présent, c'est-à-dire les personnes vont avoir des souvenirs très vivaces du passé, qui peuvent être vécus très intensément et qui vont être convaincus de vivre à cette période-là. Ils vont retourner 30, 40 ans en arrière et être convaincus qu'ils vivent dans cette période ancienne de leur vie. Donc, ça implique une confusion des époques, ça implique une confusion des personnes, des visages, puisque souvent on va confondre deux personnes qui peuvent être reliées familialement, par exemple. Parfois, ces souvenirs sont vécus comme très agréables, on va parler de la vie en rose, ou parfois, au contraire, ce retour dans le passé peut faire remonter des anciens traumatismes, par exemple quelqu'un qui a vécu une guerre, et à ce moment-là, c'est vécu, bien évidemment, beaucoup plus difficilement. Alors, maintenant, je parlerai de la mémoire sémantique, cette mémoire des connaissances sur le monde extérieur. On va observer, comme pour la mémoire épisodique, un déclin précoce mais subtil dans la phase prodromique, une perte progressive des connaissances générales sur le monde, des connaissances sur les concepts financiers, des difficultés avec l'abstraction. On va voir des difficultés, par exemple, à évoquer des événements célèbres. Alors ici, je vous présente des photos d'événements célèbres qui ont eu lieu. C'est une photo, mais qui est riche de sens. Et on va observer des difficultés à évoquer ce type d'événements, ou encore des visages de célébrités, ou encore des images d'objets, d'animaux, etc. On peut faire passer des tests où on va demander aussi de nommer le plus grand nombre d'animaux possible en 1 minute ou 2 minutes, des noms de légumes, des noms de fruits aussi. Et en fait, on peut évaluer le stock sémantique de cette manière-là. Un autre test très commun, le test de l'horloge, où on demande de dessiner une horloge avec tous les chiffres et les aiguilles qui indiquent 11h10. Puis ici, à droite, vous pouvez voir un dessin qui évoque bien évidemment une dégradation là, au niveau des connaissances sémantiques. J'aborde très rapidement cet aspect-là, mais ça, c'est des collègues de l'Université de Mons en Belgique qui ont fait des études très intéressantes chez les enfants et chez des personnes qui vivent avec une maladie d'Alzheimer et qui ont montré en fait que euh, il s- on observe une trajectoire inverse pour la détérioration des connaissances sémantiques dans la maladie d'Alzheimer à celle de l'acquisition des connaissances chez les enfants. Donc, par exemple, chez les enfants, on apprend des connaissances générales plus tôt
et celles-ci vont se détériorer en dernier dans la maladie d'Alzheimer, tandis qu'on va apprendre des connaissances spécifiques plus tard et celles-ci vont se détériorer plus tôt dans la maladie d'Alzheimer. Donc, observez cette courbe inverse entre l'apprentissage des connaissances durant l'enfance et le déclin des connaissances au cours de la maladie d'Alzheimer. Enfin, la mémoire procédurale, le troisième type de mémoire implicite et automatique, cette mémoire va demeurer préservée très longtemps dans la maladie où on va pouvoir continuer à pratiquer des compétences qui étaient acquises au préalable et même on est capable d'acquérir de nouvelles compétences. Par exemple, dans une étude, nous avons montré que des personnes avec une maladie d'Alzheimer étaient capables d'apprendre le mini-golf aussi bien que des personnes âgées en bonne santé en utilisant certaines stratégies qu'on utilise en neuropsychologie, notamment l'apprentissage sans erreur. Sur le plan du langage, dans la phase précoce, on va observer globalement un langage qui est préservé. Néanmoins, on va observer parfois un manque du mot, c'est-à-dire des difficultés à se souvenir de mots spécifiques, de noms de personnes et ainsi de suite. Au niveau de l'attention, on observe aussi globalement des capacités préservées, mais ponctuellement, on peut observer des oublis, des difficultés dans la réalisation de certaines tâches plus complexes qui peuvent prendre plus de temps, surtout lorsqu'il y a des distractions dans l'environnement. La perception visuelle et spatiale est préservée, sauf des difficultés peut-être dans la navigation, certaines légères difficultés en navigation spatiale. Mais là, on va parler plutôt de problèmes de mémoire spatiale que de perception en tant que telle. Et un élément qui nous intéresse particulièrement, le jugement et la prise de décision. Alors, il faut savoir que dans la phase prodromique, ces capacités cognitives demeurent préservées. Néanmoins, on peut observer des difficultés subtiles du jugement qui peuvent conduire à des mauvaises décisions occasionnelles. Par exemple, des difficultés à évaluer les risques avec précision ou des choix financiers inhabituels. Et pour vous donner un exemple, voici une étude qui est sortie où ils ont suivi des personnes avec un trouble neurocognitif léger pendant 6 ans. Et en fait, ils montraient que dans le trouble neurocognitif léger, il y avait certaines difficultés dans les domaines financiers les plus complexes. Par exemple, les connaissances des concepts financiers, la gestion du chéquier, la gestion des relevés bancaires et les paiements de factures. Ce qu'ils ont montré, c'est que au temps de base, la première fois qu'ils ont vu les participants, les personnes qui avaient un trouble neurocognitif léger avaient à peu près 94% des capacités de participants âgés 100. Mais après 6 ans, lorsqu'ils ont été réévalués, ces capacités déclinaient à 72%, et notamment on observait des difficultés plus marquées dans certains domaines financiers, comme par exemple le jugement financier, ça a tombé à 58%, 59% pour les décisions d'investissement et 61% en matière de compétences pour payer des factures. Donc on peut voir que même si au début les capacités demeurent préservées, après un certain nombre d'années, on va quand même observer un certain déclin dans ces capacités-là. On va aussi observer des symptômes psychologiques qui sont souvent très étroitement associés aux symptômes cognitifs, notamment des symptômes anxieux dans la phase précoce, des symptômes dépressifs et aussi un peu d'apathie. Qu'est-ce que c'est que l'apathie? C'est une diminution de la motivation à s'engager dans des activités quotidiennes, des interactions sociales ou encore des loisirs. Pourquoi la détection précoce est importante? Parce qu'elle permet d'une part de mieux informer, préparer les personnes et ses proches pour une gestion plus efficace de la maladie, donner accès à des traitements plus tôt. Pour la gestion des symptômes, on peut proposer des interventions psychologiques, par exemple pour traiter les symptômes dépressifs et anxieux, des programmes de stimulation de la mémoire, de réduction du stress qui globalement permettent d'améliorer la qualité de vie. Et on a des liens en fait qui vous permettent d'avoir accès à soit des dépliants sur des stratégies à utiliser pour optimiser son fonctionnement cognitif ou encore des ateliers auxquels on peut participer. Ça permet aussi d'améliorer la planification des soins à long terme, la gestion financière, la prise de décision légale, accompagner les aidants, l'organisation des soins à domicile, mais je laisserai mon collègue Thomas Tanou vous parler de ces détails, de ces aspects-là plus en détail, en fait. Et enfin, la prévention et la gestion de facteurs de risque, l'appareillage auditif, l'activité physique, le contrôle des maladies. Et pour vous donner un exemple, ici, c'est une étude sortie en 2024 qui montre qu'il y a 45% de facteurs de risque modifiables dans le trouble neurocognitif majeur.
avec 55% de facteurs non modifiables, comme par exemple la génétique, c'est un facteur non modifiable. Mais parmi les facteurs modifiables, vous voyez toute une série ici qui sont nommés ici. Mon collègue Thomas va aborder ces aspects-là, mais par exemple, si la perte auditive, si elle est corrigée, permettrait de réduire de 7% la prévalence de la démence si ce facteur de risque était éliminé. Donc, c'est un facteur qui est facile à contrôler. C'est-à-dire, si on a une perte auditive et qu'on utilise des appareils auditifs pour corriger cette perte-là, c'est un facteur qui réduit le risque de développer une maladie dégénérative. La réserve cognitive, c'est quoi aussi? Le niveau de scolarité élevé, des activités professionnelles complexes, une expertise dans des domaines particuliers, comme jouer aux échecs ou peu importe, jouer de la musique, des activités stimulantes, parler plusieurs langues. Cette réserve cognitive permet de compenser l'avancée des lésions dans le cerveau et l'expression clinique des symptômes, c'est-à-dire qu'elle va retarder la survenue des manifestations cognitives dans la maladie. Et selon une étude, si on augmentait de 5% la réserve cognitive, on pourrait réduire d'un tiers les cas de maladie d'Alzheimer. Je terminerai brièvement par l'activité physique comme facteur de protection. 39% de réduction du risque de développer une maladie d'Alzheimer selon une étude chez des personnes qui pratiquent une activité physique intense. D'autres études qui montrent que 3 fois ou plus d'activité physique par semaine réduit également le risque de maladie d'Alzheimer. Il ne faut pas oublier non plus le réseau social comme facteur de protection, s'engager dans des activités sociales, garder des contacts sociaux, familiaux. C'est très important en fait. Ça permet de briser la solitude et ça permet de maintenir la stimulation sociale et cognitive. En conclusion, avant que je laisse la parole à mon collègue, la phase prodromique de la maladie d'Alzheimer peut durer plusieurs années. On va observer des difficultés légères dans différents domaines cognitifs qui vont prédominer sur le plan de la mémoire, mais qui touchent également d'autres capacités comme par exemple l'attention et certains aspects du langage. Ces difficultés, toutefois, ne sont pas suffisamment importantes pour interférer de manière significative avec les activités de la vie quotidienne. Et enfin, j'insiste sur le point de l'importance de la détection précoce que mon collègue Thomas va aborder plus en détail dans sa présentation, de la prévention et de la prise en charge. Et enfin, j'insiste sur ce dernier point qu'il ne faut pas réduire la maladie d'Alzheimer à la dernière phase de perte d'autonomie complète. C'est un stéréotype négatif qu'on a par rapport à la maladie. La maladie progresse sur de longues années, de nombreuses capacités demeurent préservées. Et en fait, c'est une maladie qui est en évolution. Et donc, la perte totale d'autonomie, elle survient vraiment dans la dernière et ultime phase de la maladie. Alors, sur ce, je vous remercie de votre écoute et je reste disponible par la suite pour la période de questions. Merci. Merci beaucoup, Sven. C'était une super belle présentation. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez toujours poser vos questions au fur et à mesure dans le QA ou QAR. Il va y avoir, et excusez-moi, cette présentation est enregistrée et sera disponible sur YouTube la semaine prochaine. Puis, si on n'a pas le temps de tout répondre à toutes vos questions, on va répondre aux questions dans le bas de YouTube. Puis, et tous les liens qui sont dans Clavardage vont également être disponibles sur YouTube sous le vidéo, la semaine prochaine. Merci. Puis maintenant, c'est le temps, Docteur Thomas Tanou. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais partager mon écran dans un premier temps. Hop. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Je vais me positionner mon propos dans la continuité de celui de Sven. Je voudrais le remercier d'ailleurs pour sa présentation, puis comme un clin d'œil, le remercier pour son mentorat quand j'étais étudiant au doctorat. Une partie des travaux que je vais vous présenter sont liés à mon équipe de collaborateurs, autant ici à Montréal qu'en France où j'exerçais précédemment. Et je tiens à les remercier en particulier Charline Compagne qui a été doctorante dans mon laboratoire. Donc, je voudrais commencer par vous amener à réfléchir à une question. Quand on parle de maladie d'Alzheimer, quel est le premier mot qui vous vient en tête? Le format de webinaire ne permet pas nécessairement une interaction, mais on va être clair que dans 95% des cas, le premier mot qui vous vient en tête est maladie de la mémoire. Et mon objectif, ça va être au cours de notre présentation de voir si vous changez de perspective et vous me direz si à la fin de mon propos, vous avez un autre mot qui vous vient en tête.
Alors, je vais rebondir sur ce que Sven a construit avec vous au cours de cette première partie de webinaire, pour vous rappeler que finalement, la maladie d'Alzheimer ne doit pas être vue comme cette phase terminale, mais bien comme un continuum clinico-biologique, progressivement évolutif pendant plusieurs années et même a priori des dizaines d'années. Et donc, avec le regard clinique qui va être le mien durant cette présentation, eh bien, on peut segmenter la vision de la maladie d'Alzheimer comme n'importe quelle maladie en plusieurs phases, à savoir une phase qui se rapporte à la prévention primaire, c'est-à-dire veiller à ce que la maladie d'Alzheimer n'intervienne pas. Puis une phase que l'on pourrait qualifier de prévention secondaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un début de maladie à entendre comme le développement de marqueurs biologiques, eh bien, veillons à retarder l'impact clinique. Puis une troisième phase qui est celle de la prévention tertiaire, c'est-à-dire une fois qu'on a les premiers signes de difficulté d'un déclin cognitif, améliorons les activités de vie quotidienne, adaptons le projet de soins en conséquence pour finalement avoir une quatrième phase qui est celle de l'accompagnement symptomatique et palliatif de la maladie d'Alzheimer. Et donc, ma présentation suivra le plan de chacune de ces phases avec une emphase particulière sur les préventions secondaires et tertiaires. Avant d'aller plus en avant, je voudrais quand même revenir sur ce que Sven a mentionné, à savoir la prévention primaire. Comment empêcher la maladie d'Alzheimer? On a aujourd'hui un certain nombre de données qui nous démontrent que 45% des facteurs de survenue d'une maladie d'Alzheimer sont modifiables. Ce sont des facteurs qui sont modifiables par des mesures de santé publique, qui sont des mesures qui s'appliquent tout au long de la vie pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que c'est presque facile, si je puis me permettre, ce sont des mesures qui sont communes aux maladies cardiovasculaires, aux maladies néoplasiques, au cancer et à la santé mentale, et qui reposent largement sur l'accessibilité des soins pour tous. Ce sont des mesures qui commencent dès le début de la vie avec, et Sven vous l'a illustré juste avant, l'importance de la réserve cognitive et donc du niveau d'éducation initiale et continue. Mais aussi dans les phases plus de milieu de vie, avec toute une prévention sur l'ensemble des facteurs cardiovasculaires, mais aussi, j'insiste parce que Sven vous l'a dit tout à l'heure, mais je vous le redis, c'est extrêmement important d'avoir ce type de chiffre en tête. 7% de l'ensemble de ces facteurs de risque modifiables, c'est le déficit auditif. Et donc, compenser un déficit auditif précocement dans la vie, c'est améliorer ses capacités auditives, donc ses capacités sociales, et donc améliorer ses capacités de communication et réduire son risque d'impact clinique des troubles cognitifs. C'est donc quelque chose de majeur. Et puis, dans l'évolution plus tardive de la vie, lutter contre l'isolement social est absolument fondamental pour réduire l'impact clinique. Autrement dit, qu'est-ce que l'on peut faire au quotidien? Mon acronyme serait manger, bouger, socialiser. C'est les facteurs que Sven vous a présentés précédemment et qui sont vraiment essentiels. Manger aide à soutenir les enjeux d'équilibre nutritionnel, prévenir le diabète, lutter contre l'obésité. Bouger, tout ce qui est activité physique favorise l'amélioration des facteurs cardiovasculaires, réduit la sarcopénie. Et socialiser, c'est stimuler la cognition, mais surtout, et je vous l'ai mentionné ici, ça facilite les prétextes de mobilité et de nutrition. C'est-à-dire que c'est un cercle vertueux. Pour socialiser, vous allez vous déplacer, donc vous allez avoir cette activité physique. Et puis, on mange quand même de façon plus intéressante à plusieurs que seul face à son mur. Et donc, la socialisation va induire une meilleure nutrition. Et ce cercle vertueux va améliorer l'ensemble de vos facteurs de prévention d'une maladie d'Alzheimer et s'applique tout au long de la vie. C'est donc absolument essentiel de mettre en œuvre au maximum les stratégies qui visent à maintenir de la socialisation. Néanmoins, une fois le développement biologique en route, que peut-on faire quand les signes biologiques s'en mêlent avant d'avoir le moindre signe clinique? Eh bien, j'ai envie de vous dire que cette logique reste la même, à savoir notre objectif aujourd'hui dans la prévention secondaire est de stopper le processus neurodégénératif avant ou au début. C'est vraiment l'enjeu actuel de la recherche et je sais que dans le panel, il y a aussi des chercheurs qui travaillent sur la notion de biomarqueurs et sur la notion de médicaments qu'on appelle modificateurs de la maladie.
Pourquoi? Parce qu'en pratique, plus on a un accès au diagnostic biologique précoce par des biomarqueurs dans le sang, par des biomarqueurs dans le liquide céphalorachidien, qui est donc le liquide qui entoure le cerveau, plus on a des imageries performantes qui vont nous permettre de déceler les micro-changements de la façon la plus précoce possible, plus on va être en capacité d'offrir un continuum de soins qui va nous permettre d'avoir un accès à des médicaments spécifiques. Je n'irai pas aujourd'hui dans cette présentation dans le détail des médicaments spécifiques, mais un certain nombre sont en cours de validation, voire certains sont en cours d'étude avec potentiellement une approbation par Santé Canada prochainement. Je pense notamment au lecanemab ou au donanemab, avec une cible spécifique biologique, de façon à viser les l'évolution biologique de la maladie le plus précocement possible. Ça nécessite, et je reviens à ce qui a été dit dans la présentation précédente, ça nécessite de reconnaître les symptômes dès leur apparition la plus précoce possible, et c'est donc un changement complet de paradigme. D'où la nécessité de démystifier la maladie d'Alzheimer dès ses phases précoces et l'intérêt de discussion que nous avons aujourd'hui. Alors, je voudrais quand même clarifier sur le plan clinique. Est-ce qu'avoir des biomarqueurs positifs, c'est être atteint de maladie d'Alzheimer? Non, pas en tant que clinicien. Avoir des biomarqueurs positifs sans signe clinique, c'est être à haut risque de développer une maladie d'Alzheimer. Pourquoi je fais cette distinction? Parce que quand bien même vous auriez des signes positifs, biologiques, pardon, ça signifie qu'il est toujours temps de vous investir dans les stratégies d'amélioration de la réserve cognitive par une approche multimodale. On en a parlé tout à l'heure et je renforce, il y a des études internationales, notamment le modèle Finger, qui est un modèle finnois, d'où le F de Finger, donc de Finlande, qui démontre que la mise en place d'habitudes nutritionnelles saines, et je vais insister sur ce que signifie sain, sain ne signifie pas nécessairement le régime minceur avant d'aller à la plage. Sain signifie avoir l'ensemble des éléments dont votre corps a besoin, et en particulier un renforcement des protéines. Euh, mais cette habitude nutritionnelle, couplée à un soutien à l'activité physique, de la stimulation cognitive, un bon contrôle des facteurs cardiovasculaires, par exemple le cholestérol, et un renforcement de la participation sociale, a largement démontré son amélioration de 25% dans la cognition générale et de façon plus ciblée sur la vitesse de traitement et la planification et les fonctions exécutives. On a 150 et 83% d'amélioration respective. On a aussi une amélioration sur la mémoire, les tâches complexes de mémoire. Donc, quand on pose la question de l'approche des stratégies thérapeutiques, la première, elle est non médicamenteuse. Améliorer la réserve cognitive par une approche multimodale a une efficacité certaine pour retarder les signes cliniques, quand bien même vous auriez biologiquement de très hauts risques de développer dans le futur une maladie d'Alzheimer, voire d'en être dans une phase prodromale de la maladie. D'où l'importance d'en prendre conscience. Quand bien même on avancerait dans cette progression de la maladie et que l'on présenterait des premiers signes cliniques tels que présentés tout à l'heure. Alors, quels sont les objectifs de soins? Et c'est autant le chercheur que le clinicien qui s'exprime actuellement. Notre objectif, c'est celui de soutenir le fonctionnement habituel. Le fonctionnement habituel, c'est pas simplement d'être capable de gérer les activités de vie domestique et quotidienne seul. Le fonctionnement habituel, c'est l'ensemble des activités plus avancées, incluant la vie sociale. Et donc, il est très important, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de soutenir la participation sociale. Ça se fait, en fait, en ayant une prise en charge globale de l'ensemble des facteurs de vulnérabilité et donc en évaluant, dans le cadre de nos cliniques gériatriques, l'ensemble des forces et des vulnérabilités d'une personne. Parce que quand je vous parle de participation sociale, c'est sûr que si on a un enjeu de locomotion majeur, si on a un trouble de mobilité sévère, alors notre capacité à sortir pour avoir de l'interaction sociale est limitée indépendamment de notre cognition. Donc, nous évaluons, et c'est le cœur de l'évaluation dite gériatrique, nous évaluons l'ensemble des capacités fonctionnelles d'une personne, à la fois ses capacités auditives, visuelles,
ce qu'on appelle vitality, c'est-à-dire où en êtes-vous de votre insuffisance cardiaque ou rénale, l'ensemble des compétences psychologiques, les facteurs de locomotion, évidemment, les facteurs de nutrition, de façon à être capable de mettre en place une approche intégrative et préventive des complications. Et pourquoi ça? Parce que même si nous avons éventuellement plusieurs conditions de santé, jusqu'à preuve du contraire, nous avons un seul cerveau. Et de fait, chacune des composantes susmentionnées vient jouer un rôle de modulateur, notamment par la neuroinflammation, ce qui impacte clairement le fonctionnement cognitif. Et donc, réduire autant que possible les éléments tournant autour de la neurodégénérescence liée à la maladie d'Alzheimer, c'est réduire l'impact au maximum. Et si ce que l'on ne peut pas changer, à savoir le processus neurodégénératif, que l'on espère changer avec les traitements émergents, bien, si au moins on peut laisser celui-là isolé parce qu'on réduit les autres facteurs impactant le fonctionnement du cerveau, on aura amélioré la fonction cognitive dans sa globalité. Il est donc absolument nécessaire de mettre en place pour cela une évaluation globale et dans le cadre de cette présentation, je trouvais intéressant de vous préciser quels sont les rôles et la place de la consultation mémoire et de la consultation gériatrique d'une façon générale. Comment ça fonctionne? En général, on voit nos patients sur la référence d'un médecin de première ligne ou une évaluation par une infirmière clinicienne. Et je tiens à mentionner la force au niveau du Québec de l'implantation de plans Alzheimer précédents qui ont permis d'avoir sur l'ensemble du territoire québécois des capacités, des ressources pour soutenir les médecins de première ligne dans l'évaluation des signes cliniques. Et puis, sur la base des signes d'alerte qui peuvent être, comme on l'a mentionné précédemment, une plainte cognitive par la personne elle-même ou la perception par l'entourage d'un impact fonctionnel, eh bien, on va recevoir la personne et sa personne proche aidante pour objectiver et accompagner le diagnostic. Je voudrais juste clarifier les fameux tests dont on entend parfois parler. On a des patients qui me disent on m'a dit qu'il fallait que je vienne pour un test. Les tests en question, je vous ai mis ici deux des plus connus, la MoCA et le MMSE, sont plus à voir comme des outils de partage et de discussion. Ce sont des outils dits de repérage, puisqu'ils ciblent une partie des fonctions cognitives. Et je vais insister sur le fait qu'il est inutile de se préparer parce que ce n'est pas le score au test qui juge de votre fonction cognitive, mais bien la façon dont vous le performez. Ça sert donc plutôt à objectiver les fonctions cognitives qu'à avoir un score qui vous fait rentrer dans une catégorie clinique particulière. Et j'insiste là-dessus parce que, en toute transparence, on enseigne à nos étudiants qu'ils sont censés avoir une idée du diagnostic avant de faire le test, sur la base de l'ensemble de la discussion et de l'ensemble des informations qui nous sont apportées sur le plan clinique. Je voudrais donc dédramatiser l'importance de ce type de test dont on sait aussi que parfois, vous-même, les patients, les familles peuvent avoir une certaine forme d'angoisse devant la performance de ce texte et on est capable de l'interpréter comme tel dans le moment où on passe l'examen. Et puis, je voudrais aussi mentionner que ce type d'évaluation s'intègre dans une logique d'évaluation globale. C'est-à-dire que nous avons une entrevue avec bien évidemment notre patient, avec ses proches, nous réalisons ces tests de repérage, nous avons un examen clinique, dont bien sûr un examen neurologique approfondi, mais pas seulement, et une évaluation globale. Parce que, en effet, l'ensemble des entrées du corps viennent impacter le cerveau qui doit les traiter, et donc nous avons cette nécessité d'avoir cette vision générale de l'ensemble des pathologies, comorbidités dans notre jargon médical, qui interagissent avec le fonctionnement cognitif. Alors, une fois qu'on a fait cet examen clinique, eh bien, on le complète d'un certain nombre d'examens qui vont chercher l'origine, l'étiologie. Dans notre jargon, est-ce une maladie d'Alzheimer? Est-ce une autre maladie qui aurait des symptômes plus ou moins similaires? Et donc, on réalise une imagerie du cerveau, idéalement par résonance magnétique, mais à l'échelle de l'ensemble du Québec, c'est pour l'instant pas tout à fait possible. On réalise une prise de sang qui va chercher d'autres facteurs pouvant expliquer les troubles cognitifs.
ou pouvant co-expliquer, renforcer l'impact de la cognition. Et puis, selon les situations, on peut demander des examens plus ou moins spécialisés, des PET scanners, des ponctions lobaires pour aller chercher des biomarqueurs, de façon à établir une logique de diagnostic. Comment fonctionne notre logique de diagnostic? Elle fonctionne en deux temps. D'abord sur le plan des symptômes et secondairement seulement sur le plan de la cause. Et donc, sur le plan des symptômes, on va identifier est-ce qu'il y a une plainte cognitive, ce que l'on appelle alors un trouble cognitif subjectif si cette plainte est isolée. Et Sven l'a très bien mentionné tout à l'heure, une plainte cognitive subjective peut ne pas être objectivée. On parle alors de trouble cognitif subjectif si vos tests et vos fonctions sont normales. Et puis, si jamais c'est objectivé, si par des tests standardisés comme ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, on a une performance qui est inférieure aux normes attendues pour l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, mais sans autre impact, on parle de troubles cognitifs subjectifs, de mild cognitive impairment. On vise à ce que ce soit dans le cadre d'une évolution lente et progressive pour deux raisons. La première, peut-être que quelqu'un qui aurait eu un TDAH toute sa vie aurait toute sa vie pour X raisons de performance été en dessous des seuils. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de noter une évolution et non pas juste un score. Je reviens à ma notion de tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est que on veut différencier d'une évolution brutale qui serait plutôt évocatrice d'autres causes, d'un délirium, d'une intoxication, etc. Donc, on veut être sûr que ce ne soit pas une autre cause. Et pour finir, eh bien, on veut renseigner l'impact sur la vie quotidienne pour considérer alors qu'on n'est plus sur un trouble neurocognitif léger, mais bien sur un trouble neurocognitif majeur. Et selon l'impact de ce trouble cognitif majeur sur la vie quotidienne, on aura un stade léger, modéré ou sévère. Je reviens sur ces éléments-là parce que souvent, en consultation, on me dit, mais en fait, on en a à quel stade? Ben, ça dépend de la question. Parce que ce qui s'appelle trouble neurocognitif majeur dans ma présentation peut être appelé démence. En d'autres termes, on recommande de peu utiliser ce terme stigmatisant, mais néanmoins, pour clarifier, quand on parle de démence, c'est ce trouble neurocognitif majeur, et donc il peut être léger, modéré ou sévère. Mais néanmoins, si on parle de l'ensemble du continuum d'une évolution cognitive, alors finalement on part, de l'absence de trouble jusqu'à une progression, et donc on a cette plainte cognitive subjective, ce trouble neurocognitif léger, puis ce trouble neurocognitif majeur en différentes phases. Donc, c'est important de clarifier de quoi on parle quand on parle de stade de la maladie. Vous remarquerez que je ne mentionne pas ici la notion d'Alzheimer, parce que quelle que soit la maladie neurodégénérative avec impact cognitif, enfin avec altération cognitive et impact sur la vie quotidienne, on va alors parler de troubles neurocognitifs majeurs. Et la question de la cause va venir secondairement. On peut avoir un trouble neurocognitif majeur à cause d'une maladie d'Alzheimer, et c'est d'ailleurs un des plus fréquents, mais ça peut aussi être à cause d'autres maladies. Je vous en ai mis ici comme exemple la maladie à corps de Lewy, ce qu'on appelle une démence vasculaire, c'est-à-dire l'impact sur les vaisseaux de la fonction. euh, ça peut être un certain nombre de situations mixtes, des cas plus rares, l'évolution d'une maladie de Parkinson, etc. Donc en fait, l'enjeu n'est pas tant la cause que sa conséquence fonctionnelle pour amener une classification, une terminologie. Quand on parle de conséquences cliniques, je vais simplifier parce que Sven vous a extrêmement bien présenté l'ensemble des sphères de la cognition et l'ensemble des modalités d'évaluation. Mais c'est sûr que si on évolue sur la question du terme depuis tout à l'heure, la maladie d'Alzheimer est plutôt à voir comme une maladie de la mémorisation, de l'apprentissage, qu'une maladie de la mémoire. Souvent dire, mais il a une très bonne mémoire, il se souvient très bien de choses anciennes. Oui, c'est pas ça une maladie d'Alzheimer. Une maladie d'Alzheimer, c'est d'abord un enjeu de mémorisation, un enjeu d'apprentissage qui amène à ne plus être en capacité d'apprendre les nouvelles informations. Et puis, la maladie d'Alzheimer est associée avec sa progression dans le cerveau, comme vous l'avez ici, par des atteintes progressives. Elles vous ont été listées juste avant. Des atteintes frontales responsables d'un défaut d'inhibition, d'un défaut de contrôle de l'impulsion, d'un défaut de planification. Des altérations du langage, ne permettant plus toujours d'exprimer adéquatement sa pensée ou la complexité de sa pensée, ou de comprendre ce qui nous est dit. Ou alors, des altérations, je ne les ai pas notées ici, mais visuospatiales pour le repérage, etc., etc.
Euh, et donc, qu'est-ce que ça peut donner comme conséquence? Eh bien, ça entraîne un certain nombre de symptômes associés, et c'est finalement le troisième pan de classification diagnostique, c'est-à-dire que on parle de symptômes psychocomportementaux associés aux troubles cognitifs. Ces symptômes psychocomportementaux, pour certains, apparaissent avant même le diagnostic et doivent nous permettre de l'évoquer, tandis que certains arrivent après. Dans tous les cas, il s'explique par des difficultés à enregistrer ces nouvelles informations, ce qui peut entraîner des symptômes anxieux, ce qui peut entraîner une forme de dépression, un enjeu sur le retrait social, et ce bien avant le diagnostic, puisque le diagnostic moyen, vous l'avez à zéro au milieu de le temps moyen du diagnostic, vous l'avez à zéro. Et donc, je voudrais insister sur le fait que l'ensemble de ces symptômes doivent nous amener à questionner une maladie débutante. Et puis, une fois le diagnostic posé, eh bien, c'est quoi notre objectif? Notre objectif, ça va être de définir des objectifs de soins. Et pour ça, on a besoin d'avoir une évaluation pluridisciplinaire qui va nous permettre d'offrir une prise en charge coordonnée. On a donc besoin d'avoir un accès aux professionnels de la rééducation, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des neuropsychologues, à la fois pour évaluer définir précisément les forces et les enjeux dans l'accompagnement de la personne, et puis offrir des stratégies de compensation qui permettent de maintenir les acquis. Et vous avez sur la gauche de l'écran ce que l'on appelle les 5 M de la gériatrie, à savoir les 5 enjeux qu'en tant que gériatre, on souhaite gérer dans notre prise en charge. On a d'une part l'ensemble de la complexité liée à la multitude de diagnostics potentiels, le fait que votre cerveau n'est pas dissocié du reste de votre cœur et que potentiellement il y a une insuffisance cardiaque, etc., etc. Des enjeux de mobilité, des enjeux de médication, des enjeux de cognition et surtout le dernier, qu'est-ce qui compte le plus pour vous, de façon à ce qu'on puisse définir dans le soin un objectif partagé dans une logique de soin centrée sur la personne, entre la personne aînée, les personnes proches aidantes et le professionnel de soins. Donc, si on résume, quelles sont nos approches? Nos approches, elles reposent à la fois sur une approche médicamenteuse, des symptômes de support cognitif et à venir des anticorps plus spécifiques, des enjeux de réhabilitation cognitive, motrice, lexicale, langagière, et des enjeux autour du support social dont on a parlé tout à l'heure pour soutenir la participation sociale, être inclusif, mettre en place progressivement des aides à domicile de façon à ce que la personne et son entourage soient intégrés dans des dynamiques et des réseaux d'aide. Et j'insiste largement sur la façon dont les sociétés Alzheimer au Québec peuvent soutenir ces dynamiques. Euh, de façon plus spécifique, parce qu'une fois qu'on a dit ça, ben, on a dit beaucoup de choses, mais en même temps, on a un enjeu d'adhésion à nos propositions de soins. Et bien souvent, la personne aînée va revendiquer sa liberté et en particulier sur les enjeux sociaux et d'intégration d'aide, peut être réfractaire à des stratégies de soins, tandis que nous, en tant que professionnels de santé, nous sommes formés à la gestion des risques et donc se pose toujours pour nous la question de la responsabilité. Si on fait des études, et on en a fait par le passé, sur les enjeux du vieillissement à domicile en comparant les propos de personnes aînées et de personnes proches aidantes, tout le monde est d'accord sur la volonté de maintenir la personne âgée dans son environnement. Il y a un attachement émotionnel, il y a un point de référence, on a le droit d'être là, et autant la personne aînée que son proche aidant vont dire la même chose. Maintenant, on a un enjeu qui débute précocement dans la maladie d'Alzheimer et qui évolue progressivement, c'est la conscience de soi. Avec un discours que vous imaginez bien, j'ai des problèmes de mémoire, mais comme tout le monde. Et je sais que dans l'audience, un certain nombre sont des professionnels de santé et vous entendez régulièrement ce propos. Mais en fait, que se passe-t-il si on oublie qu'on oublie? Qu'arrive-t-il de nous si, de par nos difficultés d'enregistrement de nouvelles informations, précisément, nous n'enregistrons pas que nous n'enregistrons pas? Et donc, de ce fait, nous pensons être le soi d'avant la maladie. Et donc, même si, comme Sven l'a dit, on n'a pas nécessairement de trouble du jugement de façon stricte, mais le fait de se penser être
le soi d'avant nous amène à banaliser un certain nombre de besoins et donc à s'opposer à un certain nombre de propositions de soins et de services dont on ne voit pas l'intérêt, non pas que l'on ait un trouble du jugement, mais bien que l'on ne se perçoive pas malade. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve petit à petit avec une dissociation entre une personne proche aidante qui va identifier un certain nombre de risques au quotidien et qui va vouloir anticiper la perte d'indépendance fonctionnelle de façon à soutenir le vieillissement à domicile, et une personne aînée qui va malheureusement pouvoir tenir un discours inverse, puisque ce besoin d'assistance perçu par la personne proche aidante vient confronter une forme de banalisation des troubles et de leur impact, et donc revendiquer une préservation de l'indépendance, pourquoi j'aurais besoin d'aide, et donc finalement illustrer un manque d'adaptabilité. Autrement dit, peut-être que dans la réflexion du mot-clé de maladie d'Alzheimer égale maladie de la mémoire, on a évolué vers mémorisation, puis peut-être maintenant vers maladie de l'adaptabilité. Et ça a des conséquences parce que, en tant que professionnel ou en tant que personne aidante, on va revendiquer auprès de la personne, au nom de risque, un besoin d'adaptation. Sauf que cette adaptation va venir confronter un sentiment de sécurité interne de la personne elle-même qui va vouloir justement que son environnement soit stable parce que tout changement va la mettre en défaut d'adaptation. Et donc, tous les changements que l'on va proposer, et autrement dit, plus on avance dans l'évolution de la maladie, si on retarde la volonté de changement, eh bien, plus tard on est dans l'évolution de la maladie, plus on vient confronter, au nom de notre sécurité, un sentiment d'insécurité interne. Ça amène un défaut potentiel d'anticipation avec une sous-estimation des risques dans la volonté de rester à domicile, et cela peut entraîner un certain nombre de comportements d'opposition. J'aimerais illustrer avec vous comment on peut faire face à ces comportements d'opposition qui mettent en péril le soutien à domicile. Eh bien, d'abord par un accompagnement spécifique, par un certain nombre d'équipes, d'approches, autant médicamenteuses que non médicamenteuses, en ayant toujours en tête que la meilleure stratégie à mettre en place, c'est celle de connaître la personne, autant pour les aidants que les professionnels du soin. Et donc, notamment, les stratégies sur lesquelles il faut reposer sont des stratégies de stabilité des équipes soignantes intervenantes, et je sais que c'est un enjeu dans la façon dont certains pourvoyeurs de services peuvent parfois offrir des services à domicile. Il y a de fait un besoin de formation sur la façon dont ce sentiment de sécurité interne est confronté par les enjeux de sécurité externe ou objectifs, et donc la nécessité de mettre en place des offres de services qui soient évolutives et non pas le plus tard possible dans la maladie pour pouvoir créer une relation de confiance avec la personne aînée. On peut arbitrer ces conflits parce que, évidemment, excusez-moi, j'avais l'impression que mon ordinateur ne marchait plus, c'est bon. Évidemment, euh, comment gérer avec le fameux What Matter Most que je vous présentais tout à l'heure en disant ben, qu'est-ce qui compte le plus? Si ce qui compte le plus pour la personne, c'est son indépendance, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur l'apport de tiers externes, de professionnels extérieurs dans le soin à domicile? Eh bien, on va essayer, on a des outils aujourd'hui à disposition. Vous avez là un article que je trouve intéressant, qui est un outil pour aider les professionnels, mais aussi potentiellement les familles, sur l'évaluation de valeur selon l'évolution de la maladie. Et à partir de là, plutôt que de dire ben, qu'est-ce qu'on fait, plutôt se baser sur des échelles de valeur, qu'est-ce qui est important pour la personne, et à partir de là, gérer le besoin de décision partagée selon le niveau de risque, selon le niveau de trouble, selon la persistance, la consistance entre les comportements actuels et les comportements antérieurs, de façon à rester cohérent avec la personne et accepter un certain niveau de risque. J'aurais tendance à revendiquer un droit au risque. La capacité à prendre des risques raisonnables définit notre liberté. Et donc, c'est vraiment cet enjeu de raisonnable qui doit guider nos approches dans une logique de partage et d'échange. Et puis, j'aimerais vous ouvrir sur le fait qu'aujourd'hui, on est en 2025 et donc que peut-être il est temps d'adapter nos stratégies. Et je me dirige par exemple deux projets de recherche
qui évalue la façon dont les technologies, vous avez ici un exemple de semelle intelligente, peuvent soutenir la participation sociale malgré le risque d'errance, de façon à être un outil de négociation entre la personne proche aidante, l'entourage, pour structurer ces enjeux liés à cette perception des risques qui peut parfois nous amener, au nom de la sécurité, à réduire la liberté de la personne. Donc, on est là dans des exemples d'opportunités de recherche qui ne sont pas encore sur le marché en ce qui concerne ce que je vous présente, mais vous avez ici une autre technologie pour un autre projet de recherche pour voir comment ça peut être utile dans l'adaptation des soins et cibler le juste soin au bon moment pour réduire le sentiment de pression des soins et optimiser les ressources. Donc, finalement, une fois que l'on a mis en place ces structures, on est capable d'offrir une capacité d'accompagnement de la personne dans son environnement, euh, y compris jusque dans les phases palliatives, la fin de vie, dans le respect de la dignité de la personne. Je voudrais prendre juste une minute pour mentionner le fait que les soins palliatifs, ce n'est pas les dernières semaines de vie. Une logique de soins palliatifs, c'est une logique de soins intégrés, où on réfléchit différemment la priorité des soins. Et donc, on peut dans une logique d'accompagnement progressif d'une maladie neuroévolutive, réfléchir à ce qui seraient des symptômes que l'on pourrait comment dire, quantifier comme difficilement vécus et comment est-ce qu'on pourrait organiser nos priorités de vie. Volontairement, je ne rentrerai pas ici dans les enjeux autour de l'assistance médicale à mourir anticipée. C'est un sujet très complexe en termes de prise de décision, mais je voudrais illustrer le fait qu'il y a le faire, à savoir décider d'une aide médicale à mourir, et il y a aussi le ne pas faire, à savoir revendiquer que peut-être que une cinquième infection respiratoire de suite pourrait ne pas être traitée de façon curative et mettre en place des traitements pour contrôler les symptômes, la douleur, les enjeux respiratoires, pour offrir une vie tout à fait digne sans être dans le cadre contraignant à l'heure actuelle et un peu incertain à l'heure actuelle des prérogatives autour de l'aide médicale à mourir. C'est pas du tout en opposition, c'est bien une approche complémentaire pour offrir quelque chose tout au long de la vie, pour accompagner dans le niveau de soins qui fait le plus de sens pour la personne vivant avec un trouble cognitif. Et pour cela, et c'est pour ça que je vous en parle dans une conférence sur les phases précoces, pour cela, il faut être capable de nommer, de parler de l'évolution d'une maladie cognitive dès son début, de façon à être capable d'anticiper et d'avoir le plus de discussions possible sur qu'est-ce qu'un accompagnement digne, de façon à orienter au mieux la gestion des soins et des symptômes. En conclusion, pour laisser un petit peu de temps aux recherches, aux questions et discussions, puis j'ai un peu dépassé mon temps de parole, mais l'enjeu de démystifier la maladie d'Alzheimer est essentiel et le mot-clé peut-être qui serait le mien, ce serait maladie d'Alzheimer, une maladie de l'adaptabilité, qui est une maladie évolutive associant l'ensemble des sphères cognitives, fonctionnelles, motrices et sociales, qui nécessite un accompagnement global, personnalisé et continu dans une approche de prévention de la maladie, prévention étant à entendre tout au long des phases de la maladie et de ses complications. En résumé, peut-être je dirais que la maladie d'Alzheimer, on est quelque part entre la contrainte et la perception des risques. On a une baisse de perception des risques due aux enjeux amnésiques et cognitifs dont on a parlé, une augmentation des situations à risque tout simplement par la comorbidité, l'impact fonctionnel. Et donc à ce moment-là, on a potentiellement une évolution de l'altération de la capacité décisionnelle qui nécessite cette anticipation. En perspective, eh bien, la question est-elle de devoir s'adapter à son environnement ou bien d'adapter l'environnement à la personne? Et on peut aujourd'hui anticiper la perte d'indépendance de façon à avoir des actions coordonnées préventives.
offrir des cadres de vie qui soient évolutifs pour ne pas avoir à se relocaliser tardivement, puisque probablement que dans le concept d'une maladie de l'adaptabilité, demander à quelqu'un de s'adapter à un nouvel environnement le plus tard possible est contre-productif par rapport au processus même de la maladie et du respect de la dignité. Et pour cela, on peut s'appuyer sur les environnements technologiques, notamment l'avènement de l'intelligence artificielle dans la gestion des décisions autour du soin et du fonctionnement à domicile. Et c'est donc une nouvelle page de recherche et de développement qui s'ouvre. Voilà, je vous remercie. Alright, voilà, merci. Merci beaucoup, Dr. Tanou, professeur Joubert. Merci beaucoup pour vos présentations, c'était superbe. Je vous remercie également même d'avoir dépassé le temps parce que c'est tellement de l'information importante et pertinente et utile pour tout le monde. Je vous remercie grandement pour la quantité d'informations. C'était it was a treat. C'est vraiment génial. Puis, je suis aussi vraiment ravie de pouvoir dire à tout le monde que la présentation est enregistrée, qu'elle sera sur YouTube on va pouvoir tous la revoir plusieurs fois pour être sûr d'assimiler toute l'information. C'était vraiment génial. Merci, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir été ici puis de nous avoir aidés. C'était incroyable. Euh, de notre côté, on peut déborder un peu le temps de questions, mais ce serait à vous, Dr. Tanou et Professeur Joubert, si vous êtes capable de déborder ou non, si vous avez d'autres engagements par après pour continuer les réponses, parce que techniquement, on devrait terminer dans 13 minutes, mais nous avons plusieurs questions. Ce qu'on va faire aussi, j'aimerais dire à tout le monde un grand merci d'être venu. Nous avons eu dépassé le 1000 participants, donc je suis désolée que tout le monde n'ait pas pu rentrer. C'était, c'est magnifique de voir autant d'enthousiasme et nous avons eu des personnes de l'Europe qui étaient avec nous, de villes que je connais pas, ainsi que de l'île de la Réunion que je connais moins bien. Donc, bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Il y a beaucoup de questions. Pour les questions sur les biomarqueurs et les nouveaux traitements pour la maladie, j'aimerais référer tout le monde à notre autre vidéo YouTube qui est sur YouTube avec professeur Frédéric Callon. En décembre dernier, professeur Callon est un professeur au département de pharmacie de l'Université Laval, puis il a fait une belle présentation sur les biomarqueurs, les nouveaux traitements anti-amyloïdes et les oméga 3. Ce vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, merci. Je vais commencer des questions. Il y en a vraiment beaucoup. Euh, tous les deux, Dr. Tanou et Professeur Joubert, vous êtes présentement en mute. Si vous voulez ramener vos micros. On va commencer par des questions plus faciles, un peu dans l'ordre qui sont venues, là, mais c'est ça. Donc, il y en a une première pour Professeur Joubert qui est un peu plus simple. La phase préclinique, c'est autour de quel âge? Oui, alors, la phase préclinique, c'est très variable. Mhm, La moyenne d'âge pour la maladie d'Alzheimer, c'est autour de entre 70 et 75 ans. Mais ça peut être plus jeune aussi. Il y a des formes plus jeunes de maladie d'Alzheimer qui peuvent survenir même avant 65 ans. Et il y a des formes, il y a des personnes avec une maladie d'Alzheimer chez qui ça peut survenir plus tard également. Mais la moyenne, c'est entre 70 et 75 ans. Donc, la phase précoce de la maladie, elle va survenir quelques années avant cet âge-là. Donc, ça peut survenir dès le début de la soixantaine, par exemple. Donc, ça dépend OK. vraiment de l'âge auquel on va développer, en fait, la maladie d'Alzheimer, si on va développer la maladie. La phase précoce va survenir quelques années avant la phase clinique avérée de la maladie. OK, merci. J'en ai une plus longue pour vous, Docteur Tanou. Puis aussi, on peut donner une référence si c'est trop long à répondre, si ça se répond pas rapidement, on peut mettre une référence dans YouTube, faire une citation, parce que la question, c'était la différence entre la maladie d'Alzheimer, démence vasculaire et frontale, et la démence frontale. On-
Effectivement, non, c'est une excellente question. Ouais. Puis ça va demander des références juste complémentaires. Mais peut-être pour faire simple et répondre au-delà même de cette question, il faut savoir que plusieurs dysfonctionnements du cerveau peuvent donner des troubles cognitifs majeurs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ça peut être différentes maladies. Et en pratique, leur processus biologique n'est pas le même. Une maladie d'Alzheimer, même si on a à ce jour une certaine incertitude sur l'élément causal initial, mais est très liée au fonctionnement des protéines amyloïdes et des protéines tau. Une maladie à corps de Lewy va être liée à un dysfonctionnement d'une autre forme de protéine qui va entraîner des accumulations de corps de Lewy dans certains neurones, puis progressivement ça va disséminer. Vous avez aussi des late, je ne l'ai pas mentionné, qui sont liés à la TDP43. Vous avez... Et donc en fait, ce sont des maladies qui sont liées à une dysfonction d'une molécule dans le neurone qui n'est pas la même molécule selon les différentes maladies et qui va de fait entraîner des premiers signes cliniques qui sont différents. Malheureusement, dans tous les cas, comme ce sont des maladies neurodégénératives, eh bien, elles conduisent petit à petit à une dégénérescence des neurones. Et donc, petit à petit, si elles n'ont pas démarré au même endroit dans le cerveau, elles n'ont pas les mêmes signes, mais elles sont responsables d'un continuum d'évolution. Je ne sais pas si je fais une réponse courte pour une question complexe, mais euh, en fait, on a voilà, plusieurs processus biologiques différents et c'est ce qui rend d'ailleurs sur le plan des traitements modificateurs de maladies la complexité. C'est que ce n'est pas la même origine biologique qui est responsable de chacune de ces maladies. Et donc, quand on veut cibler des traitements euh, euh, efficaces précocement pour la maladie, eh bien, il faut développer des anticorps spécifiques de chaque structure protéique impliquée. Mhm. Et ça donc demande tout un travail d'identification des processus. Ouais, non, c'est ça. C'est une question vraiment complexe qui va valoir plusieurs présentations encore à venir. Puis on va essayer de mettre des références pour aider parce que c'est une grosse question, c'est important. Euh, une question qui revient souvent, qui est revenue dans aujourd'hui, c'était est-ce qu'on peut se faire diagnostiquer avant de présenter les symptômes? Est-ce qu'on peut aller demander pour un test de biomarqueur au Québec? Est-ce qu'on peut faire ça? Ou est-ce qu'il faut qu'on attende d'avoir des symptômes avant qu'on puisse avoir des tests de diagnostic, surtout dans le cas de personnes où plusieurs membres de la famille ont développé la maladie? Aujourd'hui, d'abord, on n'est pas en capacité d'offrir un diagnostic précoce biologique en dehors, notamment sur des marqueurs sanguins, en dehors du cadre de la recherche. Mhm. Et sur les marqueurs LCR, donc une ponction lombaire pour venir chercher, l'indication et notamment le remboursement par la RAMQ nécessite un diagnostic, enfin, besoin de clarification diagnostic clinique, donc nécessite de s'appuyer sur un cadre de premiers symptômes. Mais par contre, ces symptômes, ils peuvent être très précoces. Et donc aujourd'hui, un certain nombre de travaux visent à affiner la façon dont on peut détecter les modifications dans les tests, comment on peut être plus fin pour que des modifications fines puissent nous orienter, nous ouvrir vers le besoin de biomarqueurs. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on ne sait pas combien de temps entre un biomarqueur positif et des signes cliniques. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de traitement à offrir qui soit modificateur. On espère des réponses prochaines, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, éthiquement, venir dire à quelqu'un, vous avez biologiquement un très haut risque de développer une maladie d'Alzheimer, mais ce sera peut-être maintenant, peut-être dans 10 ans, et en plus, aujourd'hui, on n'a pas de traitement à vous offrir, n'apporte pas de plus-value, puisque aujourd'hui, les stratégies reposent beaucoup plus sur tout ce qui va être non médicamenteux et qui en fait est valable pour tout le monde, et c'est des conseils de santé publique que tout le monde peut Mhm. appliquer. Ouais, c'est bon. Merci. Puis une question, ça, je ne sais pas si vous savez la réponse. Est-ce que le sucre peut entraîner la maladie d'Alzheimer? Est-ce que le sucre est mauvais ou peut augmenter les risques? Alors, c'est toujours des questions complexes et je vous dirais que est-ce que le sucre? Non. Est-ce que un certain nombre de facteurs de complexité, dont un excès de sucre, un diabète tout au long de sa vie, peut avoir un impact sur la neuroinflammation et sur les processus d'évolution de la maladie? Certainement oui.
mais pas le sucre en tant que tel. Il faut de la modération dans tout, y compris dans la modération. Similaire, question similaire. Qu'en est-il pour le cholestérol et la maladie? Ah, même remarque, faut quand même se souvenir que le cholestérol est quelque chose qui est important dans le fonctionnement de notre corps. C'est Mhm. l'excès d'un certain type de cholestérol qui est problématique. Et comme mentionné tout à l'heure, ça fait partie des facteurs de risque modifiables, un 7%. Donc clairement, réduire l'excès de cholestérol pour, euh, pour protéger les facteurs cardiovasculaires, donc protéger les vaisseaux sanguins et protéger l'impact, c'est quelque chose de clé et d'assez facilement accessible. OK, merci. Pour le public, je vais sauter une question qui était vraiment importante sur le lien avec les commotions cérébrales et les traumatismes crâniens et la maladie. On va pas répondre aujourd'hui à cette question-là parce que nous avons un expert en mars, professeur Louis de Beaumont, qui va venir nous parler des commotions cérébrales, des chutes et de la maladie. C'est son domaine d'expertise depuis plusieurs années. C'est un expert international sur ce domaine-là, puis j'ai hâte de pouvoir vous le présenter. La prochaine question. Mhm. Excusez-moi, ça vient. OK. Pour professeur Joubert, la musique. Est-ce que d'écouter la musique aide? Est-ce que c'est mieux de jouer de la musique ou de chanter? Est-ce qu'il y a un effet Mhm. de la musique, d'écouter de la musique, de faire de la musique sur la maladie? Est-ce que ça peut aider? Oui. Alors, je pense que c'est une excellente question, puis une réponse qui est importante à donner, c'est que c'est important lorsqu'on s'engage dans des activités stimulantes, parce qu'on propose de s'engager le plus possible dans des activités stimulantes, intellectuellement, socialement, émotionnellement, c'est de faire des activités qui nous plaisent. Alors, si écouter de la musique, ça nous procure du plaisir, oui, c'est important d'écouter de la musique. Est-ce que c'est plus important de jouer de la musique que d'écouter de la musique? Ça dépend. Est-ce que, on joue déjà un instrument depuis longtemps? Si on joue déjà un ou plusieurs instruments, ben, et que ça nous procure aussi du plaisir, ben, on va continuer à jouer de ces instruments. Si on veut apprendre un nouvel instrument, ben ça, là c'est intéressant parce que il y a une forme d'apprentissage. On s'engage dans une nouvelle activité qu'on ne maîtrise pas encore. Et puis, cette composante d'apprentissage est très importante parce qu'elle nous permet d'apprendre des nouvelles choses. Et ça contribue à cette fameuse réserve cognitive. Donc, je vous dirais, oui, écouter de la musique, c'est important. Mais peut-être apprendre un nouvel instrument ça peut l'être encore plus, peut-être. Mais effectivement, la musique fait partie des activités importantes de notre vie et si ça nous procure du plaisir, c'est tout à fait une avenue intéressante. Mhm. Je vais enchaîner, merci. Je vais enchaîner avec une question dans la même ligne d'idée pour professeur Joubert. Au niveau de la socialisation, tu sais, c'est écrit que c'est un facteur de risque, puis c'est important de socialiser, mais il y avait une bonne question qui était sur est-ce que de socialiser avec la famille est suffisant ou est-ce qu'il faut tu sais, sortir de la maison puis aller dans des groupes, apprendre, rencontrer une nouvelle personne? C'était vraiment ce que est-ce que socialiser avec sa famille, ses enfants était suffisant? Oui, alors effectivement, l'aspect qui est important dans la socialisation, c'est d'une part au niveau de la stimulation, de s'engager dans différentes activités sociales, mais aussi, encore une fois, c'est l'aspect du plaisir en fait que va nous apporter la socialisation. Donc il y a un aspect stimulation, un aspect plaisir, et puis autant les relations familiales que les relations sociales avec des non-membres de la famille, donc des amis, des nouvelles personnes que l'on apprend à connaître, ça peut être important. Est-ce que l'un est plus important que l'autre? Ça dépend des personnes, en fait. Si on s'entend bien avec ses proches, puis avec les membres de sa famille, eh ben, on peut continuer à privilégier des relations avec la famille. Si on n'a pas beaucoup de famille, qu'on a plutôt des amis, ben on va continuer à s'engager dans des activités sociales plutôt avec des amis. Donc, on peut faire les deux, bien évidemment aussi, si c'est possible. Donc, je dirais pas qu'il y a une forme de socialisation qui est meilleure qu'une autre, mais que ça dépend plutôt, en fait, de, de nos intérêts et du réseau social disponible, en fait.
Mhm. Oui, puis aussi, il y a des très grosses familles. Oui, aussi. Merci. Pour Docteur Tanou, on a quelques questions sur les hormones. Il y en a une, c'est pourquoi la thyroïde est une cause mentionnée dans le tableau du Lancet. Ça va être la première question sur la thyroïde. En fait, si on devait simplifier, je dirais que la thyroïde a un rôle de chef d'orchestre dans le fonctionnement de notre euh, de- dans, dans le fonctionnement du lien entre corps et cerveau. C'est vraiment un rôle de coordination de la réponse hormonale sur l'ensemble du corps. Une thyroïde avec un défaut de régulation va entraîner des enjeux de productivité et donc une moindre efficacité cognitive. Donc, euh, c'est comme si vraiment l'image du chef d'orchestre est très juste. Imaginez un orchestre sans chef d'orchestre, eh bien, quand bien même tous les instrumentistes seront efficaces, la coordination sera déficitaire. On a le même enjeu avec la thyroïde et donc on a besoin d'avoir une thyroïde fonctionnelle pour pouvoir être fonctionnelle dans notre interaction corps-cerveau. OK, merci. Puis c'est une autre question, ça c'est un peu plus en fait c'est un peu plus complexe. Au niveau du déficit hormonal à la ménopause, il y a une personne qui a posé des questions sur les symptômes de la maladie, les symptômes précoces et les symptômes dus à la ménopause. Est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a place à confondre les deux? Puis, je sais que c'est une grosse question. La question ici est petite, mais c'est la ménopause puis les changements hormonaux des femmes est quand même, il y a quand même un certain lien, des fois là, des fois pas là, avec la maladie. Est-ce que l'un d'entre vous est capable de discuter un peu des Ben, hormones? donc le micro est ouvert, je vais répondre, mais plutôt pour renforcer ce que vous venez de dire sur la complexité. Mhm, C'est-à-dire que c'est extrêmement complexe cette interaction hormone, humeur, cognition. Euh, en fait, la ménopause, aujourd'hui, on découvre que peut-être on n'en connaissait que la phase émergée de l'iceberg. Et donc, la ménopause est un phénomène biologique extrêmement complexe avec des impacts beaucoup plus profonds que ceux qui pouvaient être rapportés dans des premiers travaux. Il y a énormément de travaux de recherche sur le sujet et il y a beaucoup de précautions à avoir sur les réponses à apporter aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi des informations contradictoires entre le lien entre maladie d'Alzheimer, ménopause, les femmes plus atteintes, les femmes peut-être pas plus, enfin, facteurs de protection, facteurs de vulnérabilité, c'est pas très clair. Donc, en toute transparence, aujourd'hui, je pense que la plus grande prudence s'impose, mais la question est bonne et elle démontre de toute la complexité du sujet. mhm. Ouais, ouais, c'est vraiment complexe, mais effectivement, les publications sont un peu partout encore là, à ce niveau-là. Hmm. C'est là, ça se fait que ça soit dur aussi. Est-ce qu'il y a un lien entre le TDAH et la maladie plus tard? Ou c'est la même réponse? Euh, Pour ma part, peut-être Sven aurait des éléments complémentaires, mais pour ma part, ce serait un peu la même réponse. L'ensemble des troubles neurodéveloppementaux euh, euh, ont un impact sur la cognition ultérieure, mais sans qu'il soit très clair de savoir comment ni pourquoi. Euh, de ma connaissance et ma compréhension, sans qu'il soit très clair de savoir si c'est plutôt voir comme un facteur de vulnérabilité qui fait que quand la maladie arrive indépendamment des troubles neurodéveloppementaux initiaux, mais on est moins susceptible d'être capable d'y faire face du fait des troubles antérieurs, ou est-ce que c'est vraiment deux éléments qui se superposent? Euh, mon niveau de connaissance, honnêtement, à ce niveau-là reste limité. Mhm. Ouais, ben, c'est assez nouveau. Puis je vais poser juste une dernière question parce que le temps file, on a dépassé le temps, puis mon ordinateur manque de batterie. C'est qu'avant que je vous quitte, on va poser une dernière question. Euh, je vais la lire. Est-ce vrai que la maladie euh, a un stade plus agressif avec le jeune âge? OK, je veux dire, est-ce qu'il y a une différence dans l'agressivité et l'âge où on commence à développer la maladie, l'un ou l'autre? Professeur Schubert, Oui. vous seriez probablement bien Ben, placé pour en répondre. termes d'agressivité, je pense qu'on parle d'agressivité de la maladie, si j'ai bien compris, hein. Ouais, la progression, C'est- ça va ouais. plus vite, moins vite, c'est plus Oui, intense quand oui, c'est c'est... ça. Alors, effectivement, dans les formes de maladie d'Alzheimer à début précoce, en anglais on parle de early onset Alzheimer's,
Donc, ce sont les formes de maladie d'Alzheimer qui surviennent avant l'âge de 65 ans. Ça peut survenir à 50 ans, à 55 ans. Dans ces formes qui, heureusement, sont rares, euh, en fait, la progression est plus rapide que dans la forme sporadique qui survient à un âge plus avancé. C'est-à-dire que l'évolution des troubles cognitifs se fait plus rapidement, donc de manière effectivement un peu plus agressive que dans la forme sporadique. Le déclin cognitif va se faire plus rapidement de ce qui a été rapporté dans la littérature. Donc, oui, effectivement. OK. Ben, merci beaucoup. Je remercie encore Dr. Tanou, le professeur Joubert pour votre temps. Vous avez été incroyable. Je rappelle à tout Merci le monde que beaucoup. ça va être les Merci. présentations sont sur YouTube pour pouvoir la réécouter. Vous pouvez toujours nous envoyer des questions. Oui, et merci à Euh, toutes et à tous pour votre participation à cette conférence. Ça nous a fait grand plaisir. oui, merci à tout le monde d'être avec nous. Il va y avoir un sondage de fermeture, s'il vous plaît, remplissez-le, c'est important pour nous. C'est très utile. Puis, je remercie tout le monde d'avoir été présent. Je remercie beaucoup Docteur Tanou, professeur Joubert. Merci. Merci à l'équipe de la FQSA pour m'avoir aidé et bonne fin de journée. Merci. Merci.